qui a dit que la vie était juste? Ah. La vie n'est pas juste. Parfois, le poussin, la poule, après avoir couvé les œufs ont éclos. Quelques temps après, la poule décède. C'est en fonction de la passion, de ce qui vous dévore. En fonction de ça, vous devenez créatif. Et quand quelqu'un est amoureux, là, on ne lui dit pas comment est-ce qu'il faut faire pour séduire la personne qui est l'objet de son attention. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous voulez lancer votre entreprise, ce serait stupide de votre part si vous n'avez pas un mentor. Et comme le dit un proverbe burkinabé, un bœuf qui ne fait pas l'effort de se mettre sur les genoux, on ne peut pas l'aider à se lever. Il y a des gens qui disent que je ne dois rien à personne, je me suis fait de moi-même. C'est faux. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur notre chaîne où nous abordons les proverbes africains et en cela nous tirons des leçons de leadership et de développement personnel. Et pour ce numéro, si je peux le dire comme ça, nous allons discuter comme d'habitude avec le coach Marcelin Gandounou que nous allons saluer d'abord. Bonjour coach. Bonjour Gloria. Comment vous allez? Tout va bien. D'accord, ça va aussi. Notre proverbe de ce numéro, je vais le citer, c'est le poussin qui suit sa mère qui se repaît de pattes de cigale. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Je pense que déjà il faut voir les images ou se représenter les images qu'évoque le proverbe. Moi je vois déjà dans un champ, c'est généralement lorsque les cultivateurs labourent les champs, en remuant la terre ou en retournant la terre, il y a toutes sortes d'insectes qui sortent de la terre. C'est ça. Et les animaux, les oiseaux, les poules sont aux aguets quand les cultivateurs vont au champ. Et donc, en remuant la terre, tout ce qui sort comme insectes, derrière, pense-moi, eux, ils se régalent. Ils se régalent de tous ces insectes-là. Et naturellement, lorsqu'un poussin aussi suit sa maman, si on peut le dire ainsi, les poussins qui suivent la poule, et chaque fois que la maman en prend, il va se régaler aussi. Et lui aussi, il est derrière. Et parfois, même la poule, lorsque avec les pattes, elle essaie de fouiller un peu le sol, tout ce qu'elle renvoie comme terre derrière, et parfois aussi des insectes derrière, les poussins étant derrière, ils prennent ça rapidement. et aussi ils en profitent sans grand effort. C'est-à-dire que tout l'effort est fait par la poule devant, et puis tranquillement derrière, il se régale. Donc si un poussin ne suit pas sa maman dans ces moments-là, il va rester affamé derrière. Tout le monde va rentrer le soir dans le poulailler, mais il va faire du bruit, puis n'aura rien à se mettre dans le bec plutôt, et non sous la dent. Comme on le dit, je pense qu'il y avait un problème comme ça, quand le coq aura sa dent ou quelque chose comme ça. Bon, non, c'est plutôt un ultimatum que les gens donnent souvent, que je vais faire si jamais le coq a sa dent, pour dire que bon, c'est presque impossible, quoi. On va revenir à notre proverbe. Comme tu l'as si bien expliqué, pour ce poussin qui ne suit pas sa main, et généralement, je pense qu'il n'y en a pas forcément. Bon, très peu du moins, en observant. Généralement, il y a tous les poussins suivent leur maman, si on peut se le permettre. Et des fois, si on remarque que dans la rue, il y a un poussin qui s'égare, la mère repart à sa recherche. Donc, il y a cette proximité entre les deux, où le poussin suit toujours sa maman. Et pour nous, je peux me dire déjà que dans un premier temps, ça voudrait dire un enfant qui suit les traces de ses parents, un élève qui suit aussi les traces de son maître, par exemple. Mais bon, toi qui es l'expert, je ne veux pas me mettre à ta place. J'apprends un peu quand même, mais toi qui es l'expert, qu'est-ce que tu veux nous dire de ce proverbe-là en termes de lien avec le leadership? Je ne vais faire que marcher dans tes pas aussi. Je suis honorée. Puis j'ai commencé, un enfant qui suit ses parents, un élève qui suit son maître. Mais déjà, on peut retenir de ce proverbe le principe du mentorship, du discipolat aussi, si tu veux, et d'avoir une référence
Voilà. Avoir une référence, avoir un mentor, avoir un maître qu'on suit. C'est déjà ça le principe qu'on peut retirer de ce proverbe-là. Et moi, j'estime que le proverbe, il nous donne déjà une très belle leçon, hein, le poussin qui suit sa mère. Donc, je pense que tout enfant devrait avoir en premier lieu son parent ou ses parents comme référence. C'est vrai que... c'est pas évident. Oui, Dieu seul sait qu'il y a certains parents, franchement, c'est pas la joie. Et on peut comprendre ça. Nous tous, on a vécu, on a des parents avec plein de défauts et c'est pas aisé. Oui. Toutefois, je pense que, quels que soient les défauts, le parent devait être un premier repère. Ensuite, de façon concentrique, la famille, la communauté, etc. Et généralement, lorsqu'on demande aux gens à qui vous aimeriez ressembler, ou qui est votre repère ou votre idole, on va chercher à des milliers de kilomètres. Mais très souvent, on ne connaît pas réellement le parcours, la vie de ceux-là. On lit leurs livres, on les regarde à la télé, on les voit sur les réseaux sociaux, on voit leurs interviews, on lit leurs biographies, etc. Mais franchement, dans la pratique, on n'a pas vraiment les vrais détails de ce que les gens ont vécu. Oui. C'est pour ça que parfois, lorsque des gens finissent par rencontrer plutôt leur mentor, ils sont déçus parce qu'ils découvrent, en oubliant qu'au premier abord, ces mentors-là sont aussi des humains qui ont aussi leurs lacunes, leurs défauts, etc. Mais puisqu'on les a déifiés, on les a idolâtrisés, j'espère que c'est bien ça, quand on découvre après qu'ils ont aussi des manquements, beaucoup sont déçus. Mais si nous revenons encore au proverbe, je pense que le fait d'avoir des repères, un mentor, est une bonne chose. Oui. Parce qu'effectivement, le poussin qui se régale des pas de cigale, au fond, la maman poule fait une grande partie du boulot à sa place. Oui. Donc, elle ouvre la voie, n'est-ce pas? Et quand elle ouvre la voie, le poussin n'a que faire, il a juste à marcher dans les pas de sa maman. Et profiter même des résultats, des expériences, des erreurs de sa maman, etc., pour ne pas avoir à commettre les mêmes erreurs. Donc, avoir un repère, avoir un mentor est une très bonne chose pour pouvoir gagner en temps, gagner en énergie et économiser en argent, économiser en difficulté, en banqueroute, et ne pas se casser forcément la gueule sur un certain nombre de choses. Il y a 2 questions qui me viennent en tête. La première, je vais faire la relation entre un proverbe aussi qu'on avait déjà abordé dans une autre vidéo qui parlait de la loi du processus. Est-ce qu'avoir un mentor, par exemple, ça n'empêche pas de faire les expériences par soi-même? Alors ça, c'est une très bonne question parce que imagine si on revient à notre proverbe, que le poussin ne suit pas sa maman et qu'il reste dans le poulailler. À un moment donné, il aura faim. Oui. S'il a faim, il faut qu'il aille chercher à manger. Sauf qu'il ne connaît pas la configuration du champ. Il ne sait pas que les propriétaires du champ ont mis des pièges à lièvres, des pièges à perdrix, etc. dans le champ. Il ne sait pas où il se trouve des petits ravins, des petits flaques d'eau qui peuvent l'emporter, etc. Il ne connaît pas tout ça. Donc, s'il ne suit pas sa mère, la réalité du terrain, il ne connaît pas. Le jour où il se jette à l'eau, parce qu'il faille quand même qu'il aille chercher à manger, il va devoir affronter tous ces pièges-là. Et il y a de fortes chances qu'il ne revienne pas. Or, s'il suit sa maman, en passant dans les traces de la maman, avec l'expérience, sait où les pièges se trouvent dans le champ. Elle sait par où il ne faut pas passer, etc. Ça lui permet d'aller vite. Ça lui permet de gagner en temps, de gagner en expérience et d'apprendre. Donc, par conséquent, avoir un mentor est une bonne chose, puisque, comme le disait un auteur, toutes les erreurs étaient déjà commises. Vous n'avez pas besoin de les reprendre. Si vous voulez lancer une entreprise, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous voulez lancer votre entreprise,
Ce serait stupide de votre part si vous n'avez pas un mentor. Moi, j'attends aussi beaucoup ce discours de la part des aînés, qu'il faut toujours s'approcher des aînés pour avoir des conseils, des expériences. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas forcément comme ils le disent si bien sur les panels. Donc concrètement, à un jeune aujourd'hui qui se dit « je veux avoir un mentor, j'aimerais être conseillé par un aîné », comment il peut procéder? Alors, ta question précédente avait deux parties. Est-ce que le fait de suivre un mentor, est-ce que ça ne nous empêche pas de faire nos propres expériences? Oui. Ici, ça vous permet effectivement de gagner en temps, de ne pas avoir à recréer chaque fois une nouvelle roue. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ses propres expériences. Parce qu'à un moment donné, et c'est ce qui est extraordinaire dans nos proverbes, ça, à un moment donné, la même poule là va renvoyer le poussin. Il va arriver un moment donné, quand le poussin va suivre la maman, elle va lui donner des coups de bec pour dire c'est bon comme ça, il était assez nourri, dégage. Vous avez une fois suivi les discussions, on dirait. Il dégage, j'étais assez nourri comme ça, va-t'en. Je t'ai montré la voie, je t'ai montré les pièges à éviter, comment il faut faire. Maintenant, vas-y, va te débrouiller. Et si le poussin s'entête, pendant plusieurs jours, elle va lui donner des coups de bec. À un moment donné, le poussin va comprendre que bon, cette dame-là, elle ne veut plus de moi. Il faut que j'aille me chercher ailleurs, sinon elle risque de finir par me tuer. Oui. Et là, la poule est en train de dire, c'est bon, il faut aller faire tes propres expériences. Et c'est la même chose avec le mentorship. Le mentor ne se substitue pas à celui qui le suit. Il partage ses expériences avec lui. Il lui dit par où il est passé. Il lui dit ce qu'il a fait. Mais après, il ne vient pas signer à ta place. Il ne vient pas réfléchir à ta place. Il ne vient pas dans ton laboratoire pour pouvoir fabriquer le truc avec toi. Il ne va pas rencontrer ton client avec toi. Il ne va pas faire de la prospection avec toi. Il ne va pas faire de l'invention avec toi. Il ne vient pas passer les nuits blanches avec toi. C'est à toi d'aller faire ton truc. Oui. Mais il te donne des balises. C'est comme par exemple, tu connais un monsieur ou un directeur d'entreprise, tu es un jeune, et à une conférence, la personne te dit « Ah, j'aime bien votre profil, vous pouvez passer pour déposer vos dossiers pour qu'on puisse étudier ça. » Si à l'entretien, vous ne faites pas l'effort qu'il faut, quelle que soit la facilitation, la personne ne va pas vous prendre. Si vous pensez que parce qu'il vous a dit de venir le voir, c'est déjà dans la poche, vous avez tout faux. Le vrai mentor, si vous venez que vous pensez que c'est bon, non, il vous remet à votre place. Si vous pensez que vous allez être privilégié par rapport à d'autres personnes qui étaient là avant vous, non, vous avez tout faux. Au contraire, il vous fait baver. Oui. Le vrai mentor, il vous fait baver. C'est-à-dire qu'il vous fait descendre. Si vous venez en étant sur votre piédestal parce que vous êtes ceci ou bien vous êtes cela, dit non, non, monsieur, vous descendez. Vous descendez, vous commencez parce que, et justement, tu as rappelé tout à l'heure un proverbe qui a fait l'objet d'une précédente vidéo. Vous devez faire un processus. Par vous-même. Vous devez faire un processus par vous-même. L'avantage que vous avez eu, c'est que vous êtes venu par lui, vous avez donné l'opportunité. Parce qu'il y a 1000 autres personnes qui auraient voulu avoir la même opportunité que vous, qui ne l'ont pas. Vous avez eu l'avantage qui vous fait venir chez lui, mais il va vous faire passer par il vous fait repasser, il vous fait descendre et vous partez à partir de zéro. C'est ça le vrai mentor va faire. Il ne va pas vous privilégier parce qu'il sait que si vous ne suivez pas le processus, mais que vous arrivez là-bas, vous allez vous casser la gueule. Oui. Oui. Sans processus, sans maturation, si vous arrivez, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit, et beaucoup de nous, parents, nous faisons cette erreur avec les enfants. Beaucoup de parents disent, au regard de ce que j'ai traversé, je ne voudrais pas que mes enfants traversent ces mêmes difficultés. Oui. Du coup, on essaie de mettre toutes les conditions à la disposition des enfants parce qu'on ne veut pas qu'ils souffrent ou bien qu'ils aient à vivre un certain nombre de déboires que nous avons vécus. Oui, je peux comprendre ça. Parce que ce n'était pas aisé, ce que beaucoup de parents ont vécu. C'était très douloureux, beaucoup de choses qu'on a vécues. Donc c'est normal qu'on veuille que nos enfants n'aient pas à vivre exactement la même chose. Oui. Ça peut se comprendre. Mais si on pousse ça trop à l'extrême, on est en train de faire du tort aux enfants. Parce que le parent qui dit ça, là, s'il n'était pas passé par ce par quoi il est passé, il ne serait pas qui il est aujourd'hui. Il est qui aujourd'hui parce qu'il est passé par là. Mais s'il veut que ses enfants deviennent comme lui,
en coupant le processus et en les empêchant de passer par ce processus, il ne peut pas devenir comme il est devenu. Donc la maturation est importante pour que les enfants puissent aussi devenir ce qu'il est devenu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent aujourd'hui, ce que vous pouvez donner à vos enfants, ce sont des principes et des valeurs. Formez-les, autonomisez-les, qu'ils aient de la personnalité, qu'ils aient du caractère. Si de surcroît, pas surplus, pas superflu, vous pouvez leur laisser des biens, tant mieux. Maintenant, c'est important. Oui, donc, je suis d'accord là-dessus. Mais s'il arrivait qu'il n'y a pas de bien laissé, ou que ces biens-là venaient à disparaître, ou que pour diverses raisons, ces biens-là ne suffisaient pas, ils ont la possibilité de recommencer, ils ont la possibilité de produire. Mais s'ils ne sont pas passés par ce processus-là, si ce poussin ne suit pas ça, la maman, et qu'il reste dans le poulailler, et qu'il attend que sa maman, chaque fois, vienne regurgiter des parts de cigales pour qu'il puisse manger, oui, il va manger. Mais à un moment donné, il se peut que le propriétaire de la poule reçoit des invités et décide de prendre ses poules pour faire affaire à suivre. Il mange soupe de poulet aux invités et il devient quoi en ce moment? Non, on est végétarien sur le plateau. Bon, ta maison c'est pour toi, ça, moi je ne suis pas végétarien. Ok, je vois un peu. Donc on peut quand même retenir le fait d'être autonome, ou du moins, parce que quand le poussin sort avec sa maman, il apprend aussi, il est sous le soleil, il fait sa propre expérience, et c'est là qu'il commence aussi par grandir. Maintenant, du point de vue humain, quelles sont les attitudes à avoir pour pouvoir suivre un mentor? Oui, et comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un que vous pouvez suivre, de qui vous pouvez apprendre tous les jours, ou en tout cas à une certaine fréquence, c'est une très bonne chose, parce que ça vous permet de gagner en temps, d'anticiper sur plein de choses, parce que rien ne remplace l'expérience. Vous savez, on a beau vous donner des conseils dans une salle climatisée et vous faire des conférences, mais rien ne remplace la pratique sur le terrain. Quelqu'un qui vous prend la main, qui dit « Viens sur moi, allons à un rendez-vous, allons sur le terrain, allons faire ceci ». Quand la personne est en situation, la façon dont la personne réagit en situation est différente de quand la personne est sur un panel. Oui, absolument. En situation, les réflexes qu'on a sont différents de quand on est tranquille dans un fauteuil comme celui-ci. Donc quand je suis en situation, j'ai des réflexes plus percutants que lorsque je suis tranquille en train de discuter au micro. Donc si vous avez un mentor que vous suivez dans les champs, comme le poussin suit la poule dans les champs, c'est énormissime. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, vous allez capitaliser sur ce que lui, ça lui a pris des années à apprendre. Et en très peu de temps, vous capitalisez sur des choses qu'on prend des années à apprendre dans les amphis. Alors, tu me demandais tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver un mentor ou pour approcher un mentor. Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas d'astuce spéciale à donner aux gens pour dire aller taper à sa porte à minuit ou bien guetter-le quand il sort de la maison et venir vous mettre devant sa voiture, aller attendre devant son bureau. Il verra que vous êtes déterminé. Oui, c'est aussi des choses qu'on peut faire. C'est des choses aussi. Je dis que je ne sais pas des astuces à donner, mais peut-être je suis en train d'en donner comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez identifié un mentor, quelqu'un de qui vous voulez apprendre, il y a de fortes chances que 1000 autres personnes l'aient aussi identifié. Mais en temps, lui-même, le mentor, il a ce truc qu'il fait. Il a son travail, il a son métier, il a ses activités, il est certainement dans beaucoup de choses. Donc il faut capter l'attention de la personne. Et une fois encore, la capacité d'être imaginatif et créatif, on ne peut pas donner ça à quelqu'un. C'est en fonction de la passion, de ce qui vous dévore. C'est en fonction de ce que vous désirez avoir là. En fonction de ça, vous devenez créatif. C'est-à-dire que quand quelqu'un est amoureux là, on ne lui dit pas comment est-ce qu'il faut faire pour séduire la personne qui est l'objet de son attention. Gloria, pourquoi tu ris? Oh non, non, non. Allons-y seulement. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est amoureux, et quand il dit amour, c'est-à-dire que la personne a vraiment ressent quelque chose de très fort et pense avoir identifié
quelqu'un avec qui il peut vraiment faire long chemin. Quand ça arrive, on ne vous dit pas on ne dit pas à la personne fais ceci, fais cela. On peut vous donner des conseils, hein, mais en fonction de ce qui brûle en vous, vous devenez créatif, vous devenez imaginatif. Oui. C'est un peu comme un commercial. Un commercial qui doit décrocher le contrat de l'année, mais on ne lui dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Si ça lui tient à cœur, là, quand il devient créatif, il devient imaginatif. Parce que le même client, là, il y a 50 autres commerciaux qui sont derrière lui. C'est ça. Question, comment est-ce que je fais pour capter son attention? Ça, je ne peux pas vous dire ça. Vous dit ça. Et comme le dit un proverbe burkinabé, un bœuf qui ne fait pas l'effort de se mettre sur les genoux, on ne peut pas l'aider à se lever. Donc vous devez, si vous arrivez à capter l'attention de votre mentor, là encore, c'est pas encore joué, mais au moins, il vous a identifié. Et c'est en cela qu'il y en a qui marquent. Oui. Quand on les rencontre, ils marquent. Et disent, tiens, mais il y a telle personne, je l'ai vu, j'aimerais bien le revoir, etc. J'aimerais bien la revoir. Et ce que la personne a vu en premier lieu, il faut que ça se confirme dans un deuxième rendez-vous. Si ça ne se confirme pas dans un deuxième rendez-vous, on peut dire, ok, bon, peut-être que je me suis trompé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention d'un mentor? Franchement, c'est à vous d'être imaginatif et créatif. À partir du moment où ça vous tient à cœur. Mais attention, on ne choisit pas le mentor juste comme ça. Ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Si je veux devenir un entrepreneur à succès dans le domaine des BTP, de la banque, de la microfinance, des assurances ou de la téléphonie mobile, de la distribution, de la livraison, etc., il serait judicieux peut-être que j'identifie un entrepreneur du même domaine d'activité que moi. Oui. Non seulement un entrepreneur du même domaine d'activité que moi, mais qui est en train d'obtenir quel résultat? Le résultat que la personne est en train d'obtenir, est-ce que ça fait sens en moi? Et naturellement, tout ceci basé sur quel système de valeurs? Parce qu'aujourd'hui, tout résultat peut être obtenu, hein, mais les vrais résultats qui durent dans le temps et qu'on peut transmettre aussi, qu'on peut laisser comme héritage, ce sont ces résultats-là qui sont basés sur des valeurs, de l'éthique, une bonne déontologie. Donc, si vous voulez être un entrepreneur, il faut aussi savoir quel type d'entrepreneur vous voulez avoir comme mentor. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour arriver à leur objectif. Mais nous savons que si vous faites tout pour arriver à votre objectif, vous pouvez l'avoir, mais après ce même objectif-là, vous allez le détester. Parce que vous savez comment est-ce que vous avez procédé pour arriver là-bas. L'objectif qu'on obtient par ses propres forces, par ses propres valeurs et qu'on a obtenu en sachant qu'on a vraiment travaillé, on ne craint pas de se montrer. On ne se cache pas. On assume. On assume. On est fier même d'en parler. On peut même en parler pendant des heures, pendant des jours. Parce qu'on n'a rien à craindre. On ne craint pas que quelqu'un sorte de quelque part pour venir remettre quoi que ce soit en cause. Ouais, un peu. Oui, peut-être une dernière question avant qu'on ne puisse faire la conclusion de ce proverbe. Il y a des fois des situations où on remarque qu'il y a une redevabilité envers la personne, entre guillemets, qui nous a fait, qui nous a tenu la main et tout ça. Où il y a certaines personnes, quand vous n'êtes plus avec la personne, parce qu'il s'est passé peut-être quelques différences entre vous deux, la personne vous bloque les accès et tout ça. J'aimerais que tu puisses parler aussi un peu de ça, de là où, par exemple, la relation entre les deux personnes ne se passent pas très bien. Et aussi cette question de redevabilité, des fois que des aînés imposent non, c'est mon petit, hein, et qui peut dévaloriser la personne dans certaines circonstances. Alors, la redevabilité, généralement, elle se déclenche automatiquement lorsqu'il y a un rapport de mentor en menté, qui n'est pas forcément provoqué, hein, mais c'est-à-dire que ça se met en place d'elle-même. Surtout lorsque l'investissement que le mentor fait est un investissement désintéressé. Et que le menté se rend compte qu'effectivement, il est en train de se développer et ce qu'il est devenu, c'est grâce à l'autre. Donc, au fond, on n'a même pas besoin de dire au menté, je suis pas redevable. Donc, c'est quelque chose qui se déclenche automatiquement. Après, c'est pas tout le monde qui se sent redevable, hein. Il y en a, quand ils finissent par arriver, ils oublient qu'ils ont été aidés. Vous entendez des gens qui disent que je ne dois rien à personne, je me suis fait de moi-même. C'est faux. Si quelqu'un dit ça, c'est pas vrai. Ça, c'est jamais vrai. Si vous avez l'habitude de dire ça, vous qui nous suivez, sachez que c'est pas vrai. Personne ne se fait de lui-même. Il y a toujours eu une aide d'une certaine façon qui vient de quelque part, dont vous en êtes conscient ou pas. Même l'air que vous respirez, c'est pas de vous.
Tu te rappelles, Gloria, l'histoire de ce riche paysan qui, le soir, il a fait le tour de son champ, de son cheptel, de tout ce qu'il possède. Il a vu l'étendue de sa richesse. Et quand il rentrait, il dit, mon âme, réjouis-toi, mange, dors, en paix, tu es riche. Et le propriétaire de souffle de vie il a dit, insensé, dès ce soir, je reprends mon souffle de vie. Et effectivement, le propriétaire du souffle de vie a repris son souffle. Les richesses sont devenues quoi? Oui. Donc, on doit toujours quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un dit, je me suis fait de moi, mais je ne dois rien à personne, ce n'est pas vrai. Oui. Alors, donc, je disais que la redevabilité se déclenche de lui-même. Donc, il arrive effectivement que, en cours de chemin, que la route ou bien que le mentor et puis son mentor, leur route se séparent. Quoi qu'au début, le but du jeu n'était pas forcément de finir ensemble ou qu'ils cheminent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre de deux personnes et quelqu'un, de par son résultat, son expérience, investit dans une autre personne qui est venue apprendre et qui après peut aussi partir. Et comme on le dit souvent, chacun a un mandat dans la vie de l'autre. Donc si j'ai un mandat dans ta vie et que je rentre dans ta vie, quand mon mandat finit, je sors. Si ton mandat finit dans ma vie, toi aussi tu sors et tu t'en vas. Donc la rencontre entre un mentor ou un mentor n'est pas forcément une rencontre ad vitam aeternam. Donc à un moment donné, les chemins peuvent se séparer. Maintenant la question est de savoir sur quelle base ou qu'est-ce qui amène cette séparation. Est-ce que c'est une embrouille? Est-ce que c'est une différence? Est-ce que c'est parce que l'un ne veut plus, ne veut pas laisser l'autre partir, l'autre veut embrigader, emprisonner l'autre? Est-ce que quelqu'un commence par voir en l'autre une menace? Parce qu'il y a plein de cas de figure qui se présentent. Aujourd'hui, je suis en train de te mentorer, mais moi, je suis arrivé à un résultat donné. Oui. Tu as ton unicité, tu as ton authenticité. Et pendant notre cheminement, il y a d'autres potentiels, d'autres talents qui sont en toi que moi, ton mentor, j'ai pas. Que tu développes et qui font que tu exploses peut-être même plus que moi. Donc, il peut arriver que naturellement, un humain il dit, ah tiens, mais lui, je suis en train de le former, mais là où ça s'en va, là, l'élève a dépassé son maître. L'élève a dépassé son maître. Il ne fait pas attention, le petit, il rit de m'envoyer à la retraite plus tôt que prévu. Donc, parfois, il peut arriver que, humainement, des ressentis puissent apparaître de part et d'autre qui font que des personnes puissent se séparer sur de mauvaises bases. Oui, ça arrive. Alors, est-ce que si ça va jusqu'à bloquer les accès à l'un l'autre après, la personnalité des gens reste ce qu'il est, reste ce qu'il est. Mais ce que je sais, c'est que à la fin, chacun sait ce qu'il doit à son prochain. Et parfois aussi, le temps fait que deux personnes peuvent finir par se retrouver après. C'est ça. Même s'il y a eu un différend qui a fait qu'ils sont séparés, deux personnes peuvent se retrouver après. Oui. Des événements peuvent se produire qui vont faire qu'on peut se séparer. Pas forcément aussi de nos propres chefs. Oui. Des tierces personnes peuvent nous opposer. Et pendant ce temps, on n'a pas eu la lucidité, le discernement nécessaire de voir que les gens sont en train de nous monter les uns contre les autres. Et puis finalement, nous nous séparons. Et c'est beaucoup de temps après qu'on s'est rendu compte que, on a été victime de manipulation, etc. Donc, plein de choses peuvent se passer. Oui. Donc, ce que moi, in fine, ce qu'il faut que je dise, c'est qu'une relation entre un mentor et un menté n'est pas une relation éternelle. Et si on revient encore à leur proverbe, à un moment donné, la même poule renvoie son poussin. Parce qu'elle estime que là, c'est bon, maintenant, il faut que tu ailles faire ta vie. Et de façon générale, c'est comme ça dans le règne animal. À un moment donné, quand les enfants arrivent à un âge donné, les parents les chassent pour qu'ils aillent fonder leur propre famille, qu'ils aillent former leur propre clan, etc., pour que ça puisse grandir. Donc, j'estime même qu'il faut qu'à un moment donné, arriver à un niveau d'une relation de mentorship, que voilà, ça se sépare pour que l'autre aussi puisse se développer, devienne aussi un mentor pour une autre personne, afin qu'on puisse multiplier les branches et fabriquer le maximum de leaders et de managers dans nos pays, dans nos entreprises. C'est ça. Au-delà du mentorat dont on a parlé, je vois aussi, par exemple, en début de carrière, on est sous un responsable ou un N+1 qui n'est pas forcément... qui peut ne pas être un tonton gentil ou bien
Une gentille dame tante. exactement. Mais par là, moi, je comprends qu'il faut être vraiment focus sur ce qu'on veut réellement apprendre de la personne. Trouver ce côté-là, être focus dessus et pouvoir gagner de l'expérience et après s'envoler de ses propres ailes. Qui a dit que la vie était juste? La vie n'est pas juste. Parfois, le poussin, la poule, après avoir couvé les œufs et les poussins, les œufs ont éclos, quelques temps après, la poule décède. Oui. Très vite, très tôt, les poussins sont appelés à se débrouiller par eux-mêmes dans la vie. Oui, oui. Donc, tout le monde n'a pas forcément la chance de tomber sur un très bon mentor ou un bon manager ou un bon chef. C'est vrai que si en début de carrière, vous tombez sur un bon chef, ça peut... Vous pouvez capitaliser sur beaucoup de choses. C'est ça. Vous allez apprendre énormément et progresser très vite. Mais tout le monde n'a pas la chance de tomber sur un bon manager ou un bon mentor. Et là, ce sur quoi je vais insister, j'espère qu'on va en parler dans une autre vidéo. La stratégie fondamentale dans ces cas de figure, c'est ce que j'appelle le capital professionnel. Okay. Le capital professionnel, c'est quoi? C'est la capacité à engranger, à se doter du maximum de compétences, de connaissances et d'expertise, mais de façon variée parfois. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise, dans une équipe et que vous avez un manager N+1 qui ne vous facilite pas la vie, si vous ne faites pas attention, vous allez le prendre comme excuse pour ne pas vous former. Oui. Pour vous dire, quel que soit ce que je ferai, je ne pourrai pas avancer, donc je suis là. Au fond, c'est vous qui êtes en train de jouer contre vous-même. Parce que lui, il va arriver un moment où il ne sera plus en place. Quand il ne sera plus en place, et qu'on mettra un autre manager, mais qui, lui, il est disposé à vous faire évoluer. Mais en temps, vous êtes laissé enfermer par l'attitude de l'autre manager, vous ne pourrez pas évoluer. Oui. Et lui, il est déjà parti. Mais qui est la victime, c'est vous. C'est vous. Donc, on ne peut pas prendre l'attitude de quelqu'un qui nous terrorise, qui nous martyrise, pour ne plus investir en nous-mêmes. Donc, quand je parle de capital professionnel, c'est la capacité que j'ai à investir en moi-même. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, parce que cette situation ne sera pas éternelle. Le jour où la situation ne sera plus même la même, où ça va être décanté, vous avez suffisamment de capital formé. C'est ça le capital, la ressource pour investir maintenant. Oui. C'est comme quelqu'un qui est en train d'économiser de l'argent, qui actuellement sait qu'elle n'a pas encore la capacité de créer une entreprise, de faire quoi que ce soit. Mais en attendant que l'opportunité n'arrive, la personne économise 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le jour où elle est en face d'une opportunité, où elle est capable maintenant de déployer ses ailes, elle va prendre son capital et va investir le capital et faire son activité. Mais si cette personne n'économise pas, sous prétexte que on ne lui paie pas suffisamment, ou que son salaire n'est pas suffisant, ou que son argent de poche n'est pas suffisant, même si la personne n'est plus là et qu'on dit, ok, maintenant, madame, monsieur, vous avez le champ libre, faites ce que vous pensiez faire, ou ce que vous vouliez faire, faites ça, on va voir maintenant, il n'y a aucun capital. Oui, oui. Donc le capital professionnel, c'est la capacité à investir sur moi-même, à me former pendant que je pense ou j'estime que je suis dans une situation d'injustice. Le jour où cette situation d'injustice n'existera plus, ou va disparaître, je vais sortir mon capital, je vais l'investir. J'aurai la promotion, je serai débauché, j'irai créer ma propre entreprise, je lancerai mon propre projet. Et les gens se diront, ah mais attends, donc tout ce temps que tu étais là et que tu étais persécuté, tu ne dormais pas. Nous, on pensait que c'était fini pour toi. Non, je me formais, j'étais là, mais je me préparais. C'est ça. Je travaillais sur un capital, j'étais en train d'économiser un capital. Et maintenant que la situation n'est plus là, je peux maintenant déployer mes ailes. Donc, le fait d'être martyrisé, d'être persécuté ne devrait pas être une excuse pour ne plus investir en soi-même. Parce que cette persécution va finir un jour. Oui. À défaut, en tout cas, d'avoir une poule qu'il faut suivre, il faut être... il faut investir en soi-même. Il faut investir en soi-même. Parce que la vie n'est pas tout le temps juste. Exactement. Là, nous avons parlé du proverbe, je veux rapidement rappeler ça. C'est le poussin qui suit sa mère, qui se repaît de pattes de cigale. C'est ça. Nous avons exploré qu'il est nécessaire, en tout cas, pour quelqu'un qui veut optimiser son temps, qui veut réussir, de pouvoir suivre un aîné qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà de l'expérience et qui nous parle
pas seulement dans les discours, mais dans la vie réelle. On voit nos valeurs s'incarner aussi dans sa personnalité. Absolument. Et au-delà de ça, donc de pouvoir, si on n'a pas la chance d'avoir donc un mentor, de pouvoir se préparer, du moins personnellement, et quand on aura l'occasion de se déployer. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. Absolument, c'est bien ça, c'est bien résumé parce que la poule, le poussin qui suit la poule, il profite de l'expérience de la poule. Oui. Il profite de la sagesse de la poule. Il profite des erreurs que la poule fait devant. Exactement. Il profite des coups que la poule reçoit devant. Toutes les difficultés que la poule traverse devant, le poussin, lui, il apprend de ça. Quand les intempéries arrivent, la poule déploie ses ailes et le poussin vient se cacher sous les ailes de la poule le temps que les intempéries passent. Quand l'épervier survole le champ pour venir prendre le poussin, qu'est-ce que la mère poule fait? Elle protège le poussin. Elle protège le poussin. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand la poule estime que le poussin est arrivé à un âge où il peut se débrouiller par lui-même, il lui donne des coups de bec pour dire mon petit, c'est bon comme ça, va te débrouiller maintenant. Et il le laisse maintenant voler de ses propres ailes pour qu'il aille aussi faire ses propres expériences. Mais en temps, il a engrangé suffisamment d'expérience et qui lui permet de pouvoir déjouer un certain nombre de pièges de la vie. Et c'est comme ça que ce poussin aussi va grandir, aura aussi son poulailler, aura aussi sa famille, aura son entreprise, va aussi être le mentor de d'autres personnes et la chaîne de la vie suit son cours. Et c'est comme ça que le nombre de leaders va grandir dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos pays, etc. Et comment avoir ce mentor? On n'apprend pas à une personne qui est amoureuse, si je veux prêter les mots du coach, à démontrer, à séduire. Exactement. Donc, je pense que c'est un appel à tout un chacun de pouvoir user de sa créativité, de son imagination pour pouvoir approcher la personne qui lui parle ou du moins avec qui il voudrait faire ce chemin de développement. C'est ça. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Pour moi. Je pense que les internautes également, ils ont passé un très bon moment d'apprentissage surtout avec ce proverbe et tout naturellement, s'ils ont d'autres compréhensions, on serait ravis de les lire dans les commentaires et qu'ils n'oublient pas. Donc n'oubliez pas, je veux dire, de vous abonner, de partager, de commenter et de proposer aussi d'autres proverbes pour que les prochaines fois, on puisse en discuter avec notre coach. Absolument. Merci, coach. Et demain matin, si vous écoutez les chants du corps, sachez que c'est Gloria et moi qui vous disons merci de la sorte. Merci à toi aussi. À très bientôt. À très bientôt.